clairement l'un des manipulateurs les plus cruels, les plus influents et meurtriers du XXe siècle. Je parle bien sûr de Joseph Goebbels, le génie diabolique de la propagande nazie. Un homme qui en plus à la base était malade, handicapé et rejeté de tous, et qui va alors croiser la route d'un certain moustachu et devenir alors son plus grand adorateur, et qui finira par alors occuper un rôle déterminant dans la Seconde Guerre mondiale. Rapprochez-vous mes gobies à bouche rouge. En fait, je vais vous raconter l'histoire de cet Allemand avec un ego et une haine sans limite. Ses idées redoutables de propagande permettront à Adolf d'arriver au pouvoir. C'est alors Goebbels qui instaurera la persécution des Juifs en Allemagne, notamment en proposant de les obliger à porter, vous savez, ce signe distinctif. D'ailleurs, Goebbels déclenchera aussi la Nuit de Cristal, le fameux événement meurtrier qui lança la première déportation de masse du nazisme. Mais il aura aussi une influence déterminante sur une guerre qui tuera à elle seule 60 millions de personnes. Il incitera aussi parfois Hitler à être encore plus cruel. Il participera à des assassinats de jeunes militants non violents, jusqu'à même succéder à Hitler avant de se suicider, juste après avoir orchestré un dernier meurtre qui choquera le monde entier. Bien entendu, dans cette vidéo avec vous, moi je parlerai aussi des secrets les plus sombres, ceux qui ont été gardés pendant très longtemps. Notamment ce qu'il faisait de sa petite fortune qu'il gagnait, son problème avec le sexe, ou encore pourquoi Hitler est intervenu en urgence pour sauver son mariage. Évidemment, je précise qu'on n'est pas là pour glorifier les horreurs du nazisme, vraiment pas. Au contraire, on va plutôt montrer les pires crimes que Goebbels a commis. Et d'ailleurs, commençons par là, est-ce que dès son enfance, on peut trouver déjà des indices qui vont mener à son destin de manipulateur maléfique? L'histoire commence en Allemagne, dans la ville industrielle de Reit. Et c'est celle de Paul Joseph Goebbels, né en 1897 dans une famille catholique plutôt modeste. Joseph est d'ailleurs clairement le canard boiteux parmi ses 5 frères et sœurs. C'est un enfant fragile qui passe son temps dans les hôpitaux. D'ailleurs, ses premières années, il souffre d'une grave maladie des poumons. Puis, vers ses 4 ans, son pied droit est déformé par une grave infection de l'os. Son pied est paralysé, tordu vers l'intérieur, il est plus épais, plus court, ça le fait souffrir. D'ailleurs, les médecins tentent de l'opérer pour corriger le problème, mais c'est un échec. Goebbels va alors devoir porter une chaussure spéciale et marcher en boitant jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, cet handicap va énormément influencer la suite de son histoire jusqu'à la toute fin. En tout cas, à la maison, c'est le petit chéri. Ses parents le protègent, sauf qu'à l'école, Goebbels s'est mis à l'écart. En fait, à cause de son pied, il ne peut pas faire de sport, ni même aller jouer avec les autres enfants. Et du coup, ça le force à devenir solitaire et à se réfugier dans la lecture ou même le travail scolaire. Ce qui lui permet alors de devenir un élève brillant, premier de sa classe. Goebbels, là, comprend alors que son handicap physique peut être compensé par ses connaissances. Et à partir de là, il va travailler toujours plus pour surcompenser son sentiment d'infériorité. Ce qui fait qu'il va devenir hautain, froid, mais aussi malin, vif d'esprit, charismatique et surtout méga narcissique. D'ailleurs, les autres enfants ne l'aiment pas parce qu'il les prend souvent de haut. Les profs ne l'aiment pas non plus car c'est un gamin qui est rusé et très provocateur. Les profs n'hésitent pas à le battre à coups de règles pour le punir quand il leur tient tête. Pour le moment, le jeune Goebbels est encore très loin de la politique et de la propagande. Il envisage de devenir prêtre. Et quelques années plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. Goebbels a alors 17 ans et il a très envie d'aller se battre pour sa patrie. Sauf qu'un médecin le déclare inapte à cause justement de son pied tordu. Du coup là, Goebbels, il est dépité et encore une fois, il se sent mis à l'écart. En fait, encore une fois, cet handicap, ça lui donne un avantage. Parce qu'au lieu de partir crever à la guerre, Goebbels peut poursuivre ses études de littérature et d'histoire. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va acquérir certaines compétences qu'il utilisera plus tard pour devenir le maître de la propagande. D'ailleurs, il se prend de passion pour l'écriture. Il se met à rédiger des poèmes, des pièces de théâtre. Et en parallèle, il s'éloigne aussi petit à petit de l'église. À ce moment-là, il s'imagine déjà en star de la littérature. En fait, il est persuadé qu'un destin exceptionnel lui est promis. À 25 ans, il rédige d'ailleurs une thèse et il décroche un doctorat en littérature. Et jusqu'à sa mort d'ailleurs, il veillera à toujours se faire appeler par son titre de thèse, Monsieur le Docteur Goebbels. Sauf que cette passion pour la littérature va déclencher une sorte d'effet papillon monstrueux. Là, après son doctorat, Goebbels cherche un job de journaliste. En parallèle, il écrit aussi des pièces de théâtre et il essaye de les vendre. Sauf qu'il est recalé de partout. Personne ne trouve son travail intéressant. Son rêve, donc, de devenir un grand écrivain part petit à petit en miettes. Et encore une fois, il se sent mis à l'écart et humilié. Et du coup, c'est à ce moment précis que sa colère se dirige vers les Juifs. Parce que l'une des maisons d'édition qui a refusé de le publier appartient à un juif. À partir de là, ça y est, il commence à partir en sucette, il commence à voir les juifs comme des responsables de tous ses malheurs. En fait, il a tellement d'ego qu'il n'arrive pas à voir que c'est lui le problème et que c'est pas forcément les autres. Et bon, il est refusé, mais comme des milliers d'autres, quoi. Et donc bon, en tout cas, pour gagner un peu d'argent, il va travailler dans une banque. Mais il va finir par se faire virer quelques semaines plus tard. Bon, à partir de là, Goebbels est à sec, il est obligé de retourner vivre chez ses parents. Et là, il va alors commencer à tenir un petit journal intime qui va devenir une sorte de thérapie pour lui. Il
raconte ses problèmes, ses secrets, ses réflexions. Et il écrira alors dessus tous les jours jusqu'à sa mort. Sachant que les historiens ne le trouveront, ce journal-là, que des dizaines d'années plus tard. Et ils s'en serviront pour comprendre comment Goebbels est petit à petit devenu le monstre qu'on va connaître. En tout cas, au début de ce journal, il écrit, par exemple. 29 décembre 1923. J'en ai assez d'être à la maison. Je sens que je suis de trop. Il faut que je me sauve de ce trou. Ici, je suis le vilain, le renégat, le banni, l'athée, le révolutionnaire, l'insignifiant. On tripote mes affaires personnelles, on me suit à la trace. C'est à devenir fou. Je mange mon pain gratis, mais je le paye chaque jour d'une parcelle de mon cœur. Si j'étais un homme grand, fort, puissant, je préférerais être balayeur de rue plutôt que vivre de charité à la maison. Même chez lui, Goebbels se sent rejeté et mal aimé. Et d'ailleurs, il complexe sur son physique. En fait, clairement, il rêve de devenir quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, on en arrive au premier secret sur Goebbels, le premier de plusieurs qu'on verra. Parce que, avant de devenir l'un des dirigeants les plus puissants et vicieux de l'Allemagne nazie, Goebbels était un raté au chômage qui vivait chez ses parents à 27 ans et qui déprimait pas mal, quoi. En fait, à ce moment-là de sa vie, son avenir a l'air compromis et en plus, comble du comble, il découvre que sa petite amie de l'époque le trompe. Et là, il n'en peut plus alors et il décide de se suicider. Et il va jusqu'à emprunter un revolver à un ami et rédiger un testament. Dedans, il dit qu'il est heureux de quitter sa vie, qui n'a été pour lui qu'un enfer. Sauf qu'il y a un événement qui va le sauver de justesse, parce qu'au moment où il compte se tuer, il entend parler dans les médias allemands d'un certain Adolf Hitler. Là, Goebbels devient complètement hypnotisé par Hitler. Il en parle tout le temps dans son journal intime, en disant par exemple c'est un idéaliste qui apporte un nouvel espoir au peuple allemand. Goebbels alors adhère à tout ce que dit Hitler, notamment sur les Juifs. 10 avril 1924. Une vérité inébranlable a fait désormais son chemin en moi. Le Juif est réellement le démon, le ferment de la décomposition nationale. On ne pourra pas résoudre la question juive à moins d'être, une fois pour toutes, dur et impitoyable. À ce moment-là, Goebbels bascule et devient radicalement antisémite. D'ailleurs, il décide de rejoindre le NSDAP, et qui est le parti politique où Hitler est déjà un membre important depuis 5 ans. Là, les cadres du parti remarquent Goebbels pour ses talents littéraires et d'orateur, et lui donnent alors rapidement des responsabilités. Goebbels fonde alors un groupe NSDAP dans sa ville, donc le parti politique. Mais après quelques mois, il se dit que les méthodes d'Hitler sont peut-être un peu trop brutales. Du coup, en fait, il a plus trop confiance en lui. Mais bon, faut savoir que pour l'instant, les deux hommes ne se sont pas encore croisés. D'ailleurs, Hitler, concrètement, ne sait même pas que Goebbels existe. Jusqu'à d'ailleurs leur première rencontre qui va tout changer et qu'on va découvrir. Hitler publie alors son livre Mein Kampf en 1925. En fait, c'est un bouquin abominable qui raconte que la race allemande pense être vraiment supérieure aux autres. Mais en tout cas, Goebbels, lui, il le lit jusqu'à la dernière ligne et c'est une révélation. En fait, il s'en remet pas, il voit vraiment littéralement à ce moment-là Hitler comme un dieu. Il va même d'ailleurs le rencontrer pour la première fois à l'occasion d'un meeting politique. Hitler me serre la main comme un vieil ami et ses grands yeux bleus comme des étoiles. Il est content de me voir, je suis au paradis, je l'aime. Il a réfléchi à tout, c'est un génie, un esprit aussi brillant peut être mon chef. Je m'incline devant lui. De son côté, Hitler, lui, est impressionné par le talent de Goebbels. Rapidement, il en fait alors son porte-parole et il l'envoie dans toute l'Allemagne pour répandre le discours nazi. À chaque fois, il obtient d'ailleurs de bons résultats, Hitler le félicite et Goebbels là trouve enfin la reconnaissance qu'il cherche depuis toujours. Et ainsi, au fil des mois, Goebbels gravit les échelons, jusqu'à être nommé chef du parti nazi de Berlin par Hitler et il a alors 29 ans. Il devient alors à ce moment-là inarrêtable et il se lance à fond dans la propagande. Il utilise les codes de la publicité pour créer des affiches hyper impactantes. Il optimise aussi certains principes mis en place par Hitler. Jouer sur les émotions, répéter le même petit nombre d'idées en boucle, dénigrer les opposants et désigner un ennemi spécial, là en l'occurrence les Juifs. Mais Goebbels travaille aussi son image. Comme Hitler, il s'entraîne à parler devant un miroir. Ses gestes sont chorégraphiés à l'avance, mais il sait aussi improviser. Bref, il arrive volontairement toujours en retard pour jouer avec l'attente du public. Il utilise aussi des haut-parleurs, des uniformes et des défilés pour attirer le public. Bref, un petit peu faire le show quoi. Là, son but, c'est de faire parler les médias pour s'imposer dans la tête des gens. Que ce soit en bien ou en mal, il s'en fiche, il est prêt à tout. Et du coup, il déclenche volontairement des bagarres dans les bars ou même dans les rues. Il envoie des membres du parti nazi tabasser des opposants politiques et des juifs en toute gratuité. Ce qui fait que rapidement, vous dites « Ah ouais, mais il se passe rien ?» Si. Il va avoir 126 procès en diffamation contre lui à un moment donné. Il va même recevoir une interdiction de parler en public pendant plusieurs mois. Bref, ça va quand même assez loin. En 1928, les Allemands doivent voter pour élire un peu l'équivalent des députés en France. Et là, Goebbels fait partie des 12 premiers nazis élus, donc sa stratégie agressive a fonctionné. Et ce nouveau statut lui donne l'immunité contre tous ses procès et ça lui permet même d'échapper à la prison. Mais en parallèle, Goebbels enchaîne des relations avec de nombreuses femmes qui sont parfois très jeunes, parfois mariées, parfois même mères de plusieurs enfants. Jusqu'à ce qu'en fin d'année 1930, il rencontre une certaine Magda Kant. Alors elle, c'est une bénévole qui l'aide à organiser ses papiers privés dans ses bureaux à Berlin. Et à ce moment-là, ça va être le coup de foudre entre Goebbels et cette nazie fanatique. Ils vont se marier
un an plus tard et il y aura même Hitler comme témoin. En tout cas, ça va vraiment bien marcher entre eux puisqu'ils vont avoir 6 enfants au fil des années. Sauf que ce mariage leur vaudra bientôt des problèmes qui prendront des proportions démesurées. En tout cas, pendant ce temps, l'Allemagne est secouée par une crise massive. L'inflation, le chômage et la pauvreté explosent. Les Allemands sont en colère. Hitler et Goebbels comprennent que c'est leur moment. S'ils arrivent à exploiter le mécontentement du peuple, eh bien peut-être qu'ils peuvent prendre le pouvoir. Là, Goebbels organise alors des rassemblements massifs. Il installe des caméras et des micros à des endroits stratégiques pour accentuer l'image et la voix d'Hitler. Il fait publier ses discours sur des disques. Il réalise ses premiers films muets de propagande. En fait, à cette époque, faut vous dire, mais c'est du jamais vu. Il y avait personne qui utilisait ces technologies à une telle ampleur en politique. En tout cas, Goebbels, à ce moment-là, il crée des affiches avec des images chocs et violentes. Il présente Hitler comme un dirigeant brillant, un sauveur du pays. Et donc forcément, ça marche petit à petit. Mais j'ai un deuxième secret à vous dévoiler. Et il se trouve que Goebbels a même innové dans l'astrologie. En fait, il fait des recherches approfondies dans ce domaine et il va même monter une équipe entière d'astrologues. Et là, il se met à détourner l'astrologie à des fins de propagande. Par exemple, pour faire croire que l'arrivée d'Hitler était lue dans les étoiles. Vraiment, c'est le messie, au sens propre, Plus tard, il va même réussir à semer la panique en France et en Angleterre en faisant croire que Nostradamus, donc un astrologue français, avait prédit la victoire de l'Allemagne nazie depuis des siècles. Après, Goebbels croyait lui-même à l'astrologie, mais il savait que l'utilisation qu'il en faisait était quand même bancale, Il l'utilisait après pour ses propres fins. En tout cas, grâce à tout le travail de Goebbels, le parti nazi arrive aux portes du pouvoir. Et même Hitler et lui sont étonnés du résultat des élections. Là, le parti nazi récolte des millions de voix et il devient le top 2 des partis politiques du pays en 1932. Hitler est alors sur le point d'accéder au pouvoir et Goebbels va devenir plus puissant que jamais. Et finalement, Hitler est nommé chancelier du Reich début 1933. En fait, il devient officiellement le chef du gouvernement allemand et il met rapidement en place sa dictature totalitaire. Il crée un nouveau ministère de l'éducation publique et de la propagande et il nomme évidemment Goebbels à ce poste. Là, Goebbels, lui, il a 35 ans et c'est le plus jeune ministre d'Hitler. D'ailleurs, il devient le héros de son village natal jusqu'à ce qu'on renomme carrément la rue principale en son honneur. Mais en revanche, il faut quand même comprendre un truc, c'est que Goebbels est quand même vachement extrême. Et en fait, il est très isolé, même au sein des nazis. Il n'a aucun allié à part Hitler lui-même. Les autres nazis, honnêtement, ils le trouvent vraiment limite, ils le méprisent, voire ils le détestent à cause de son comportement hyper vicieux. D'ailleurs, certains se moquent de lui, il n'est pas très grand en fait, il faisait 1m65 et il se faisait régulièrement traiter de nain. Surtout quand l'idéal nazi, c'était des grands blonds avec des yeux bleus, il n'était pas tout à fait dans les clous, Voilà, clairement, il est brun, maigrichon, boiteux, petit avec une grosse tête. Du coup, Goebbels, c'est simple, il n'hésite pas à mentir. Il se fait passer pour un grand blessé, un martyr de la Première Guerre mondiale. Il exagère même son pied tordu pour attirer la sympathie des gens. Mais au fond de lui, il complexe quand même sur son physique et encore une fois, il se sent rejeté. Ce qui fait qu'à partir de là, il va rediriger toutes ses frustrations et sa colère, ainsi que sa haine, vers des gens qui n'ont rien demandé, les Juifs. Là, il met alors la pression sur Hitler pour qu'il prenne des mesures anti-juifs. Il a réussi à mettre en place un boycott des entreprises juives. Puis un mois plus tard, il passe au stade supérieur. Là, Goebbels fait construire des bûchers et toute la nuit, il brûle des dizaines de milliers de livres dont les auteurs sont juifs. L'événement est filmé et on entend même Goebbels prononcer un discours. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Au fil des années, la propagande de Goebbels passe au niveau supérieur, notamment grâce à un budget quasi illimité. Là, il prend le contrôle de tous les moyens de communication. Presse, maisons d'édition, radio, cinéma, photo, musique, théâtre et même les spectacles de cabaret. Tout le monde doit obéir un petit peu à ses ordres. Là, Goebbels étudie aussi les effets de la musique et des sons sur les émotions pour influencer les gens. Il favorise les films avec des messages de propagande d'ailleurs. L'un de ces films remportera carrément la médaille d'or au festival du film de Venise. Il va en même temps installer des haut-parleurs dans les lieux publics ainsi que dans les usines et les écoles, afin que tout simplement les messages de propagande soient entendus en direct par tous les Allemands. On ne fait pas dans la demi-mesure. Un mensonge dit une fois reste un mensonge, mais un mensonge dit 1000 fois devient la vérité. Mais en juin 1934, la violence monte encore d'un cran avec ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. En fait, à ce moment-là, Hitler va faire arrêter et assassiner tous ceux qu'il considère comme une menace au sein du parti nazi. Et c'est Goebbels qui est responsable de la phase finale de cette purge. Il passe un coup de téléphone et il donne le mot de passe Colline pour donner là l'ordre d'exécuter les cibles. Là, la violence va continuer les années suivantes contre les juifs, mais aussi là contre l'église catholique,
Vraiment, le prêtre qu'il voulait devenir, il est très très loin. Hitler et Goebbels vont alors faire arrêter des centaines de membres du clergé ainsi que des religieuses. Et Goebbels va à chaque fois justifier ça avec des fausses accusations. Et voilà, ça va passer. Mais en parallèle, ce que les gens ne savent pas à l'époque, c'est que Goebbels a un vrai problème avec le sexe. En fait, il va enchaîner les conquêtes amoureuses malgré son mariage et ses enfants avec Magda. Il va fréquenter des bordels pour aller voir des démonstrations lesbiennes. D'ailleurs, dans son journal intime, il s'amuse à compter le nombre de fois où il couche avec ses conquêtes. Il séduit aussi les actrices des studios de cinéma qu'il contrôle, y compris les jeunes actrices. Mais son problème va au-delà du sexe. Là, il cherche vraiment à compenser son handicap physique. Et il a tellement besoin d'attention et d'amour, concrètement, une femme ne lui suffit pas. Il a toujours plusieurs relations en même temps. Et Goebbels, d'ailleurs, est décrit comme un sociopathe sentimental, une sorte de charmeur sans scrupules. Il est prêt à tout pour coucher, quoi. D'ailleurs, on verra plus tard que l'une de ses maîtresses a failli entraîner sa chute. Mais ça, je vous en dis pas plus. En tout cas, pendant tout ce temps-là, les années passent et Goebbels, il amasse une petite fortune. En fait, son salaire est 30 fois plus élevé que celui d'un ouvrier. Et en plus, Hitler lui file régulièrement de grosses primes, parfois plus élevées que son salaire. Pourtant, il a toujours détesté la bourgeoisie, mais à bout d'un moment, c'est bon, il a fait un virage à 180 degrés pour se dire « bon, c'est bon, je suis bourgeois ». Et à partir de là, il se met à porter des costumes sur mesure. Il se fait construire une villa à 15 minutes de Berlin pour laquelle il va embaucher 18 domestiques. Il va collectionner les propriétés, les voitures de luxe, les œuvres d'art. Mais pendant ce temps, Hitler, lui, se prépare à la guerre, en secret. Et oui, en 1936, Hitler commence à produire des armes et à lever une armée. 2 ans plus tard, il attaque même discrètement la Tchécoslovaquie. Et là, encore une fois, Goebbels va utiliser sa propagande et ses mensonges pour justifier l'attaque. Et dans l'ombre, il continue toujours de persécuter les Juifs. D'ailleurs, il propose notamment de les obliger à porter un signe distinctif, ce qui conduit plusieurs mois plus tard à un insigne tristement célèbre, et donc c'est l'étoile jaune. Mais Goebbels ne s'arrête pas là. En fait, il fait en sorte d'exclure les Juifs de la société. Il leur interdit l'accès au théâtre, au cinéma, cirque et transport public. Et tout ça jusqu'à une date très précise, c'est le 9 novembre 1938, parce qu'il va alors prononcer un discours qui autorise et qui incite les Allemands à se déchaîner contre les Juifs. Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Untermenschentums gegen die Kultur an sich. Parce que après des années à faire croire aux Allemands que les Juifs sont la source de tous leurs problèmes, des actes de violence vont avoir lieu toute la nuit. Une nuit qui sera d'ailleurs appelée plus tard la nuit de cristal. Pour vous dire, en fait, il va y avoir des groupes armés de marteaux et de haches qui vont défiler dans les rues allemandes, des centaines de synagogues et d'écoles juives qui seront incendiées et détruites. Des habitants et des magasins juifs seront saccagés et pillés, les meubles vont être arrachés, les objets piétinés sur place, les vitrines seront défoncées. Il y aura même un ado qui sera jeté de 3 étages et qui va se casser les 2 jambes en atterrissant dans une rue qui sera jonchée de meubles en feu. Bref, en tout cas, il y aura des centaines de juifs qui seront assassinés, qui vont se suicider ou qui vont simplement succomber de leurs blessures. En tout, il y en aura 30 000 qui seront arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Et à partir de là, Goebbels vient de lancer la toute première déportation de masse des nazis. Quelques mois plus tard, l'Allemagne va alors envahir la Pologne, et là ce sera le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. Et donc en manipulant autant la population allemande, il a réussi à leur faire accepter quelque chose qu'ils n'avaient pas envie, c'est-à-dire entrer en guerre. Pour vous dire, Goebbels était vraiment un petit peu le grand marionnettiste. Il contrôlait tous les domaines jusqu'aux paroles des chansons, il sature même l'espace public de slogans et d'affiches impactantes qui sont remplies de mensonges. Comme il le dit lui-même, au bout de 1000 fois, quand tu le vois tous les jours, tu finis par penser que c'est vrai en fait. En même temps, il continue d'organiser des rassemblements, des discours, des défilés, et il analyse avec soin les résultats de sa propagande comme un scientifique. Avec ces petites analyses, il découvre que ce sont les films qui sont le meilleur moyen pour propager ses idées. Ce qui est encore plus efficace que les films, c'est la radio. Et banco, il va tout balancer sur la radio et donc beaucoup de discours pour dire tout le bien en fait du nazisme. Il va en même temps envoyer 1500 camionnettes de cinéma mobile pour aller projeter des films de propagande à travers toute l'Allemagne ainsi que sur les territoires envahis. Et là, à mesure que la guerre progresse, Hitler fait moins d'apparitions publiques et de discours. C'est petit à petit Goebbels qui le remplace et qui devient alors le porte-parole et un peu l'étendard officiel du régime nazi. D'ailleurs, avec la guerre, le pays fait face à des pénuries de plus en plus graves, notamment de produits de première nécessité comme la nourriture et les vêtements. Alors là, Goebbels, il va adapter sa propagande. Il va tenter de remonter le moral et de motiver les troupes ainsi que le peuple allemand. Mais malheureusement, sa haine contre les Juifs ne va pas diminuer. Au contraire même. Il se met à faire encore plus de pression auprès d'Hitler pour accélérer les déportations de masse. Goebbels supervise lui-même certaines déportations vers des camps de concentration et il préconise même carrément la solution finale, c'est-à-dire l'extermination systématique des Juifs. D'ailleurs, les notes de son journal intime de l'époque montrent qu'il est parfaitement au courant du sort des Juifs. En général, on peut établir que 40% seulement pourront être mis au travail forcé, tandis que 60% d'entre eux devront être liquidés. On exécute un jugement barbare, mais parfaitement recherché.
Il contribue donc directement à la Shoah, un génocide d'ailleurs qui, je le rappelle, coûtera au total la vie à 6 millions de juifs. Autre petit secret à savoir sur lui, comme vous le voyez, il a l'air d'être très rageux dans la vie, mais il cache en vrai un secret qui pourrait lui causer beaucoup de problèmes. Vous vous souvenez de la thèse qu'il a rédigée? Il l'a rédigée sous la direction de son prof préféré, et il se trouve que ce prof-là était de confession juive. Et d'ailleurs, même dans sa jeunesse, il a enchaîné plusieurs relations avec des femmes juives, y compris pendant ses premières années dans le parti nazi. Et il avait également des amis juifs. Tout ça est un petit peu délicat puisque pour un haut dirigeant du pire régime antisémite, quand même un peu un comble. Et clairement, si un nazi apprenait ça, sa carrière serait terminée. Pire, il pourrait même finir en prison, voire même en camp de concentration. Alors Goebbels fait tout pour que personne découvre la vérité. Et ça tombe bien, puisqu'il contrôle toute l'information du pays. Et de cette manière-là, eh bien, il fera en sorte que personne ne l'apprenne, et ça tombe bien, personne ne le saura. Bref, en 1941, Goebbels encourage aussi Hitler à envahir l'Union soviétique. Le Führer pense que l'opération ne prendra que 4 mois, je pense même moins. Le bolchevisme s'effondrera comme un château de cartes. Nous sommes face à une campagne victorieuse sans précédent. Je dis cela au Führer et il est entièrement d'accord avec moi. Goebbels va aussi pousser Hitler à intensifier les bombardements sur la Grande-Bretagne la nuit. Il lui conseille même de cibler en priorité les centres culturels ou même les endroits peuplés. Vraiment, en vrai, Goebbels est parfois plus radical et cruel que Hitler lui-même. Mais il mène aussi la vie dure aux membres de son ministère de la propagande. C'est un patron difficile et imprévisible. Il prend un malin plaisir à engueuler son personnel en public quand l'occasion se présente. D'ailleurs, selon le témoignage de sa secrétaire, eh bien Goebbels avait aussi un petit côté superficiel. Il porte des costumes faits de beaux tissus. Il est toujours légèrement bronzé, il se fait même manicurer les ongles tous les jours. Mais pendant qu'il s'amuse, la guerre est sur le point de se retourner contre lui. Il se trouve qu'après plusieurs années de guerre, les nazis commencent là à enchaîner les défaites, jusqu'à d'ailleurs la plus célèbre d'entre toutes, la défaite catastrophique de la bataille de Stalingrad. Je veux dire, Goebbels s'est un peu trompé, il pensait que l'URSS serait capoute en moins de 4 mois. En tout cas, à partir de là, les pertes et les pénuries s'accumulent de plus en plus, le peuple allemand est épuisé par la guerre. Goebbels arrive de moins en moins à garder les gens motivés avec la propagande, sauf que Goebbels, il a un peu de mal avec l'échec. Et là, il se met alors à forcer auprès d'Hitler pour qu'il entre en guerre totale. C'est-à-dire tout simplement de mobiliser l'entièreté du pays dans la guerre. C'est-à-dire réquisitionner 100% des ressources et de la population active pour redoubler d'efforts. D'ailleurs, finalement, Goebbels s'adresse au peuple pour annoncer la guerre totale. Et là, pendant 2 heures, il appelle à poursuivre la guerre, même si elle sera longue et difficile, en présentant ça comme la seule solution pour sauver le peuple allemand de la destruction. À partir de là, il est métamorphosé, personne ne l'a vu aussi enragé. D'ailleurs, pour l'anecdote, Goebbels a même retouché le film du discours. Concrètement, il a rajouté plein d'applaudissements pour faire croire qu'il a été hyper bien reçu. En tout cas, ce discours, c'est l'un des plus célèbres de tous de Goebbels. C'est la première fois qu'un dirigeant nazi reconnaît publiquement que l'Allemagne est un peu dans la merde. En parallèle, les résistants anti-nazis sont de plus en plus nombreux dans le pays. Là, Goebbels, il se laisse pas faire et il utilise encore une fois la propagande sans pitié pour justifier leurs arrestations, leurs tortures, leurs exécutions. D'ailleurs, un jour, la secrétaire de Goebbels reçoit un dossier top secret sur Sophie Scholl. Et elle, c'est une jeune militante pacifiste allemande et qui est opposée au régime nazi. Là, pour lui, la routine, il lui ordonne juste de mettre ce dossier dans le coffre-fort et de ne surtout pas le regarder. Là, la secrétaire, très zélée, elle le fait, elle obéit, elle pose pas de questions. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette Sophie, Scholl, vient d'être arrêtée, puis décapitée avec son frère, Hans, sans avoir même droit à un procès à seulement 21 ans. Bon, on ne sait pas qui a donné l'ordre de l'exécuter, mais probablement que Goebbels ne devait pas être loin, quoi. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que Hitler, lui, il est vachement fier de lui. Le docteur Goebbels est doué de 2 qualités sans lesquelles la situation à Berlin n'aurait pu être maîtrisée. La facilité verbale et l'intelligence. En tout cas, ça y est, Goebbels fait maintenant partie des proches d'Hitler les plus influents. Ça, c'est ce que tout le monde pense à l'époque. Et c'est peut-être même ce que vous pensez aussi maintenant. En fait, pendant longtemps, tout le monde a cru que Goebbels était la tête pensante derrière Hitler. C'était le 2e génie du mal, en gros, du nazisme. Mais ça, c'est les mensonges que Goebbels a réussi à faire croire. Mais en réalité, selon beaucoup de personnes, en vrai, Goebbels pouvait être vu plus comme le petit chien d'Hitler. Goebbels, il a constamment besoin d'attention et d'admiration, en particulier de son idole et de son dieu Hitler. Et même après des années à régner en maître dans la propagande et l'opinion publique, il a toujours besoin d'Hitler pour qu'il lui valide et qu'il lui dise c'est bien, continue comme ça. En fait, il est toujours complexé et narcissique et il a toujours besoin de compliments. Et donc, ce qui fait qu'il est dépendant psychologiquement d'Hitler, il l'utilise sans pitié. C'est un peu sa marionnette. Hitler est bien content de ça. Hitler ne lui confie des infos que quand il a besoin de lui. D'ailleurs, Goebbels n'est même pas au courant du débarquement en Normandie. Donc le plus grand manipulateur du XXe siècle est lui-même manipulé. Même si Goebbels faisait tout ça de bon cœur, il était bien conscient de toutes les horreurs qu'il faisait. Il était bien sûr très fort en propagande et en manipulation. Bref, en tout cas, reprenons, vers la fin de 1943, Goebbels comprend que la guerre ne pourra plus être gagnée. Et là, il propose à Hitler l'idée de faire la paix, soit avec les soviétiques, soit avec l'Angleterre. Sauf que là, ça passe pas, Hitler rejette automatiquement ces 2 propositions.
c'est pas possible pour lui. Finalement, les Alliés prennent les nazis de surprise avec le débarquement en Normandie. Peu de temps après, Hitler passe à 2 doigts de la mort dans un attentat à la bombe. En réaction, il décide de plonger le pays à fond dans la guerre totale. Et il donne alors à Goebbels les pleins pouvoirs sur l'armée du Reich. Là, Goebbels est chargé alors de faire tout ce qu'il peut pour maximiser la main-d'œuvre et l'armement. Il parvient même à prendre un demi-million d'Allemands supplémentaires pour le service militaire, sauf que ils sont pas formés, ils sont pas équipés. D'ailleurs, les nazis ne vont pas tarder à perdre définitivement la guerre. Et Goebbels, lui, sera sur le point de commettre son dernier grand crime. En fait, à partir de 1945, Hitler est constamment en déplacement sur le front et Goebbels se retrouve alors tout seul à Berlin, sans son protecteur. D'ailleurs, quand il arrive à le croiser, il lui suggère de négocier la paix avec les ennemis. Lui-même sent que ça va mal se finir tout ça. Mais Hitler refuse à chaque fois. Et finalement, Goebbels va finir par se faire une raison et ne plus lui suggérer de se rendre. Pas envie de se mettre en run Hitler, quoi. Bon, en tout cas, début 1945, il note dans son journal intime que des millions d'Allemands fuient vers l'Ouest. Et Goebbels, malgré toute sa propagande, sent que son influence en Allemagne tombe en chute libre. Ses discours prennent alors un ton de plus en plus apocalyptique. D'ailleurs, il ne peut plus cacher la défaite qui arrive. D'ailleurs, les bâtiments du ministère de Goebbels sont détruits par un raid aérien et quelques semaines plus tard, l'armée soviétique envahit Berlin. Là, les alliés d'Hitler lui demandent alors de fuir pour aller organiser une résistance nazie. Mais Goebbels s'y oppose. En fait, pour lui, la seule option valable, c'est de rester à Berlin et de résister. Quelques jours plus tard, le 22 avril, Hitler annonce alors sa décision. Il annonce qu'il restera à Berlin jusqu'à la fin et qu'il se tirera une balle dans la tête. Mais avant d'aller s'enfermer dans son bunker pour la toute dernière fois, là, il fait une toute dernière chose. En fait, il va prendre le dessert chez Goebbels ainsi que sa femme, Magda. Et il va apporter avec lui son propre gâteau ainsi qu'une gourde de thé. Et là, pour Goebbels, à la toute fin, juste avant que Hitler en finisse, il obtient ce qu'il voulait depuis toujours. Il est alors le tout dernier dirigeant nazi aux côtés d'Hitler et il reste encore son allié le plus fidèle. Là, Goebbels brûle alors tous ses papiers pour ne rien laisser aux soviétiques. Puis avec Magda et leurs enfants, ils partent s'installer dans le bunker secret d'Hitler, sous Berlin. En tout cas, une semaine plus tard, l'armée soviétique progresse de plus en plus proche du bunker. Là, Hitler se prépare à mettre son plan à exécution et prépare son dernier testament et il ne nomme alors aucun successeur au poste de Führer ou même de chef du parti nazi. Mais il nomme cependant Goebbels chancelier du Reich, donc chef du gouvernement. Et finalement, quelques jours après, le 30 avril, Adolf Hitler se tire une balle dans la tête. À partir de là, Goebbels devient alors le chancelier du Reich et à la tête de l'Allemagne. Mais à ce moment-là, il est très déprimé. Il a perdu son chef, son idole ultime et même sa raison de vivre. En fait, il sait que tout est perdu, mais Goebbels mise tout sur une dernière stratégie. Il va écrire alors une lettre au général russe et il envoie un général nazi lui apporter avec un drapeau blanc. Là, cette lettre informe la mort de Hitler et il demande un cessez-le-feu. Sauf que le général russe, lui, il refuse toute négociation. Bon, à partir de là, il ne reste plus aucun espoir à Goebbels. Il sait d'ailleurs que le monde le jugera sévèrement, très sévèrement, pour tous ses crimes et ceux commis par le régime nazi. Et Goebbels refuse de se soumettre à tout ça et il refuse aussi de se rendre ou de s'enfuir. Le capitaine ne doit pas quitter son navire en train de couler. J'ai réfléchi à tout cela et j'ai décidé de rester ici. Je n'ai nulle part où aller. De toute façon, je ne pourrais pas y arriver, surtout avec une jambe comme la mienne. Donc en effet, son pied tordu lui aura vraiment joué des tours jusqu'au dernier moment. Et il décide alors de commettre un dernier crime atroce. Parce que le soir du 1er mai 1945, Goebbels envoie sa femme Magda donner un ordre au médecin d'Hitler. Et il demande alors d'injecter de la morphine à leurs 5 enfants pour les rendre inconscients. Et une fois qu'ils seront endormis, le docteur devra verser du poison dans la bouche de chacun. Après, selon certains témoignages, ce serait Magda elle-même qui aurait versé le poison. En tout cas, une chose est sûre, c'est que en les retrouvant, les enfants gisent tous morts dans leur lit. Ils ont donc été empoisonnés par leurs parents qui ont voulu les empêcher de vivre dans un monde sans nazisme, sachant que leur enfant le plus âgé avait seulement 12 ans. En tout cas, ce dernier crime résume parfaitement la folie du nazisme et l'état d'esprit de Goebbels, et en même temps l'un de ceux qui solda la chute du Troisième Reich. Bref, quelques heures plus tard, Goebbels et sa femme sortent du bunker, ils vont jusqu'à l'endroit où Hitler vient d'être enterré, et ils avalent alors du poison ensemble. Après, selon d'autres, ils se seraient aussi tiré une balle. Des militaires retrouvent leur corps et y mettent le feu, comme Goebbels l'avait demandé. Ce qui fait qu'après 24 heures à la tête du régime nazi, Goebbels est bel et bien mort par suicide, 1er mai 1945, à 47 ans. Il emporte avec lui alors sa femme et leurs 5 enfants, en échappant ainsi à tout jugement. Et pour terminer la vidéo, je vais vous révéler le secret le plus surprenant sur Goebbels. En fait, la première chose à savoir, c'est que Hitler était amoureux de sa femme, Magda. En fait, il a toujours été troublé par sa beauté, et selon lui, elle incarnait l'Aryenne parfaite à ses yeux. D'ailleurs, Magda était également amoureuse d'Hitler. D'ailleurs, ils ne se privaient pas pour passer beaucoup de temps ensemble, même quand Goebbels était là. Même s'ils passaient du temps ensemble, ils n'ont manifestement jamais eu de relation physique.
D'ailleurs, en 1936, alors qu'il est déjà avec Magda, il tombe amoureux d'une jeune actrice de film, à tel point que là, il prévoit même de divorcer avec Magda pour aller vivre au Japon avec cette actrice. Ça allait très loin. Pour Hitler, c'est pas possible, il aime bien cette situation et il a pas envie qu'elle change. En même temps, à ce moment-là, il est en train de préparer son invasion de la Pologne. Du coup, il a vraiment besoin des talents de Goebbels et de sa propagande. Du coup, il l'oblige à quitter l'actrice et à rester avec Magda. Et du coup, pour oublier son chagrin d'amour, Goebbels va transformer sa frustration en haine. Et cette haine, on sait très bien comment il l'a utilisée après. Et bien voilà, vous connaissez maintenant la vie et les secrets du plus grand adorateur d'Hitler peut-être. En tout cas, Goebbels, faut le savoir, mais il a inspiré pas mal de dictateurs ensuite, notamment en Corée du Nord. En tout cas, contrairement à beaucoup de tueurs, c'est vrai que Goebbels, lui, ne s'est peut-être probablement jamais sali les mains directement. Il a toujours eu un intermédiaire qui pouvait le faire à sa place. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez qu'il y a d'autres vidéos du style qui sont sur la chaîne. Faites-vous plaisir, moi j'ai vraiment apprécié en fait découvrir ce personnage beaucoup plus en profondeur. Et bien voilà, sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye.